Bonjour Saïd. Bonjour. Bonjour Francine, bienvenue. Bonjour Ludovic. Bonjour Francine. Bonjour à Pierre Delozin, bonjour à Christophe, à Jean-Paul Valuet, bonjour à Stanislas. Stanislas est là, Francine, oui. Bienvenue. Il y a François, normalement, qui devrait être aussi des nôtres. Voilà, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Très heureux de vous accueillir pour ce, on va dire, dernier webinaire, parce qu'après, nous serons dans une période de vacances que nous méritons tous et toutes. Et moi, je vous avoue que je vais fuir à l'étranger, étant parisien confiné. Ça me fera pas de mal de partir un petit peu à l'extérieur, là où les restaurants, les cafés, je vais me shooter dans un restaurant, je pense. Mon cher Stanislas, comment vas-tu? Très bien. Ça fait plaisir de t'entendre. T'as bonne mine, hein? Oh. T'es tout bronzé, c'est impressionnant. Il y en a qui ont la belle vie, hein. Il y a une qualité de vie là-bas, hein, dans votre province. Voilà, bienvenue au Général Bell. Bonjour. Alors, mon général, vous êtes masqué. Oui, je suis masqué dans le train, donc je… Ah, vous êtes masqué dans le train, oui, je comprends. Donc, gardez votre masque, gardez-le, gardez-le. On est tous anonymisés, mais bon, là, on vous reconnaît quand même. Je pourrais le mettre plus bonsoir haut. Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul, ça fait plaisir de te voir, cher Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Voilà, en tout cas, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Donc, aujourd'hui, notre thématique objection de conscience et droits de l'homme. Le droit à l'objection de conscience est-il en péril? Avec un éminent orateur. Grégor, nous sommes très, très, très heureux en tout cas de t'accueillir dans le cadre de l'Institut d'études politiques Montalembert. Et comme vous le savez, donc, vous serez muté pour laisser vraiment toute la place à notre orateur. Et pour ce faire, je laisserai dans quelques temps, bien sûr, le président de l'IEPM, M. Ludovic Trollet, le soin de le présenter. Et suite à ça, donc, son intervention durera à peu près une vingtaine de minutes. Et s'il est trop bavard, donc on le mutera avec force et conviction. Alors, nous avons quelques amis et des adhérents et des proches de l'Institut d'études politiques Montalembert qui lui poseront directement des questions. Je crois que mon général interviendra. Il y aura d'autres personnes de l'Institut d'études politiques Montalembert. Et suite à cela, je vais m'éloigner parce que je suis à l'extérieur. Et suite à cela, donc, les questions seront libres, hein, sur le chat, puisque c'est Olivier Bonassi qui les recueille. Et si nous ne sommes pas très nombreux, peut-être oralement, verbalement, vous pourrez en tout cas poser la question. Voilà, je pense qu'il est temps, puisqu'il est 33, je m'accorde cette entorse parisienne de 3 minutes. Mon général est bien installé. Monsieur Jean Maher, depuis son Alsace profonde, nous a rejoints. Et je remarque que ses cheveux sont de plus en plus brillants. Le confinement lui réussit. Merci Seigneur. Voilà, je laisse toute la place au président de l'IEPM en vous souhaitant à chacun, à chacune encore une chaleureuse bienvenue. Et la conférence est lancée. Merci Ludovic, à toi l'antenne, Ludovic. Merci, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait, donc bien. Bienvenue à tous pour ce 9e Web Cercle Montalembert. Effectivement, on a proposé à Grégor effectivement, de nous présenter un peu son dernier ouvrage, son dernier livre, effectivement, sur l'objection de conscience, en lui posant effectivement cette question, est-ce que réellement cette objection de conscience aujourd'hui est en péril? Alors, dans ce cycle de conférences qu'on propose, en fait, ce sujet nous semblait très important d'être posé ce soir, sachant que nous avions la dernière fois avec Jean-Noël Dumont, donc spécialiste, philosophe et spécialiste de la pensée de Montalembert, introduit le sujet de la liberté de conscience, effectivement, qui était un grand combat qu'a porté Montalembert au XIXe siècle et dont on se sent toujours aujourd'hui héritier. Après avoir effectivement fait ce travail, de reprise, une sorte d'héritage de Montalembert, il y a donc 3 semaines, avec la conférence de Jean-Noël, il nous semblait effectivement utile et intéressant
de continuer la réflexion avec effectivement, ce sujet de l'objection de conscience, qui est effectivement forcément quelque chose qui est extrêmement lié. Et justement, donc, en demandant à Grégor justement de nous présenter son dernier ouvrage. Donc Grégor, pour le présenter très rapidement, donc spécialiste juriste, docteur en droit, il est donc le président de l'ECLJ, donc qui est European. J'ai toujours, avec les angles, j'ai toujours des difficultés. Donc le CLJ, bon, bref, c'est effectivement un organisme qui travaille auprès de la Commission européenne pour justement essayer d'être en dialogue avec les institutions européennes sur les problématiques de droit. Et effectivement, il a fait un énorme travail, notamment son expertise effectivement est très utile dans ce contexte. Saïd, ferme ton micro, Saïd. Oui, Saïd. Saïd, ferme ton micro. Donc voilà, donc pour l'introduction, donc voilà, donc c'est, je pense, utile aujourd'hui de l'entendre, parce que forcément, observateur très privilégié, notamment au niveau européen, des problématiques qui se posent, notamment sur énormément de sujets d'éthique sociale. Il est effectivement souvent comment dire, mentionné comme expert. Alors, à la fois, je sais qu'il travaille auprès de l'OSCE et aussi donc, le Saint-Siège s'appuie aussi sur son expertise sur bien de nombreux sujets. Donc, cher Grégor, je te laisse maintenant la parole pour nous introduire au sujet, parce que je pense que nous pouvons être préoccupés, malheureusement, sur la question de l'objection de conscience. Ah, on ne t'entend pas, Grégor. On t'entend de vraiment très, très loin. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ça va? Ça va. Oui, merci beaucoup, Ludovic, de cette invitation. Merci beaucoup à l'Institut. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, passer un peu de temps, très heureux de retrouver quelques amis d'entre vous. Voilà, en particulier Marie-Laurenne Tournol-Duclos. Ça fait bien fort longtemps que nous ne sommes pas vus, donc ça fait très plaisir. Voilà, et donc c'est aussi depuis l'Alsace profonde que je suis là, puisque voilà, je suis à Strasbourg. Oui, bien sûr. C'est pas loin. Rapidement, qui est plus allégé que chez les Parisiens, heureusement, on en est content. Alors oui, le sujet est important et donc je suis content d'être avec vous pour en parler ce soir, faire une petite introduction. Oui, effectivement, si j'ai écrit ce livre sur l'objection de conscience, c'est évidemment parce que l'objection de conscience est problématique. Et dans une situation problématique, je dirais même que l'objection de conscience est en soi une notion problématique qui émerge dans les circonstances problématiques. Donc, elle est plutôt un symptôme de problèmes préexistants et une tentative de solution un peu bricolée, juridique, pour répondre à des problèmes ou à des incohérences. Donc, je pense qu'il faut, quand on regarde, quand on pense, quand on réfléchit à l'objection de conscience, bien garder en tête le fait que, normalement, cela ne devrait pas exister. Pourquoi? Parce qu'on ne devrait pas en avoir besoin. Normalement, la loi devrait respecter la morale. Normalement, la loi, vous savez bien, a un rôle pédagogique. La loi est faite pour expliquer le bien et le juste. La loi est faite donc pour montrer le juste qui est discerné par la raison. Et donc, normalement, la loi, effectivement, on y adhère en conscience. Et c'est en conscience qu'on souhaite l'appliquer. Voilà, donc on ne peut parler d'objection de conscience que lorsqu'il y a déjà un problème quant à la compatibilité entre des lois et la conscience, ce qui signifie un problème quant à la moralité finalement de la loi, puisque la conscience, c'est l'organe par lequel chaque personne est capable d'identifier le bien et le juste. N'est-ce pas?
La conscience, c'est ça. La conscience est une faculté, un organe par lequel chaque personne applique aux circonstances, y compris aux lois, son jugement. Et ce jugement, cette faculté de jugement moral que nous avons tous, de reconnaître le bien et d'en distinguer le mal et de désirer le bien et de rejeter le mal. Donc voilà, donc si on parle d'objection de conscience, c'est déjà parce qu'on accepte qu'il y ait, on reconnaît qu'il y a un problème quant à la moralité d'une loi ou quant à la moralité d'un ordre légitime, d'un ordre émis par une autorité légitime. Donc ça, je pense que c'est bien important de le comprendre. Le rôle normal de la loi, c'est un rôle pédagogique. Vous savez que dans une société qu'on pourrait qualifier d'idéale, il n'y aurait pas vraiment besoin de loi, puisque finalement notre conscience devrait nous suffire à reconnaître en chaque chose le bien, ne pas tuer, ne pas voler, rendre à chacun ce qui lui est dû. Et finalement, la loi naturelle devrait suffire pour organiser la société. C'est uniquement dans la mesure où la société est quelque peu défaillante ou devient très complexe qu'on a besoin de lois pour organiser et assurer un bon fonctionnement. Mais la loi, elle trouve son origine d'abord, effectivement, dans notre conscience, à chacun, conscience, sens moral qui est partagé universellement. Alors voilà ce qu'il faut bien comprendre. Voilà, donc si on parle d'objection de conscience, c'est qu'on accepte donc qu'il y ait potentiellement des ordres issus, exprimés par des autorités légitimes qui aillent à l'encontre de la conscience et donc à l'encontre de la morale. Donc c'est la situation, et c'est la raison pour laquelle l'un des premiers cas d'objection de conscience qui a été porté politiquement, c'est l'objection au service militaire, est en soi délicat à manier, puisque il n'est pas certain que le fait de devoir défendre son pays soit proprement injuste, ni nécessairement immoral. Au contraire. Donc, l'objection de conscience face au service militaire, qui est apparu en premier, est venue invoquer non pas la justice et la morale pour s'opposer à l'accomplissement du service militaire, mais à invoquer un précepte religieux. Et déjà là, on voit que l'objection de conscience peut invoquer des convictions qui sont soit de nature morale, avec une base donc rationnelle, soit de nature principalement, voire exclusivement religieuse, et donc qui découle d'un précepte religieux comme le fait de ne pas porter les armes ou le fait de ne pas manger de porc ou de ne pas boire de vin. Donc il y a, et c'est là où il y a une première complexité, la conscience humaine s'informe à la fois de données objectives et morales relatives à la justice et de données qui sont plus subjectives et qui largement viennent de préceptes religieux. Et donc aujourd'hui, dans notre société, le problème de l'objection de conscience est encore plus complexifié par le fait que des convictions à la fois morales et religieuses sont invoquées à l'appui du droit de ne pas accomplir des prescriptions, des commandements d'une autorité légitime. Donc le juge, par exemple, actuellement, est confronté à des demandes d'objection de conscience à la vaccination, donc des refus, par exemple, de vaccination, qui peuvent aussi bien être justifiés par des convictions de nature objective, qu'on peut qualifier de morale, parce que la personne porte un jugement moral sur la vaccination au regard de données scientifiques objectives, mais le juge peut aussi être confronté à des objections, des refus de vaccination basés sur des convictions religieuses. Et donc, on voit bien que les deux types d'objections ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas de même nature, mais ils s'expriment de la même façon et ils sont largement mélangés. Donc, il y a un mélange. Autre chose dont il faut tenir compte, c'est lorsque le législateur reconnaît l'existence d'une objection et sa légitimité, eh bien, comme c'est le cas pour l'avortement ou pour d'autres pratiques, eh bien, en fait, il accepte implicitement que la mesure à laquelle il accepte donc l'objection
à l'égard de laquelle il tolère ou il accepte l'objection, il reconnaît, le législateur, que cette mesure est moralement critiquable. Donc là, il y a un élément essentiel dont il faut tenir compte, c'est que l'objection de conscience, lorsqu'elle est reconnue légalement, eh bien, elle implique un jugement moral sur l'acte auquel il est objecté. Elle reconnaît qu'il est légitime de considérer comme immoral l'acte auquel il est objecté. Donc l'objection de conscience, en particulier à l'avortement ou à d'autres pratiques, est aussi largement combattue et critiquée en ce qu'il stigmatiserait l'avortement, précisément parce que l'objection de conscience établit un rapport de moralité à l'égard de l'acte auquel il est objecté. Donc là, c'est encore un élément important. Donc voilà, autre élément dont on peut, quelques éléments de réflexion dont on peut tenir compte et qui éclaire la vision, la compréhension du droit à l'objection et de l'objection de conscience, c'est de considérer aussi au plan historique. Je vous ai dit pour commencer que dans une société parfaite, il n'y aurait pas besoin d'objection de conscience puisque la loi respecterait la morale. Voilà. L'objection de conscience a d'abord été reconnue en droit après, enfin, à l'époque contemporaine, après la Seconde Guerre mondiale, non pas comme un droit, mais comme un devoir. Et là, c'est un point important à souligner, c'est bien distinguer l'objection de conscience comme devoir et l'objection de conscience comme droit. Dans un premier temps, à l'époque contemporaine, l'objection de conscience a été reconnue juridiquement comme un devoir. Comme un devoir lorsque des agents du régime nazi ou des régimes soviétiques ont été condamnés pour avoir commis des actes gravement illégaux ou inhumains. Il a été reproché à des condamnés nazis au procès de Nuremberg ou plus tard encore à des condamnés d'anciens agents soviétiques, il leur a été reproché d'avoir obéi, d'avoir accompli des actes qui leur étaient imposés par leurs supérieurs hiérarchiques. Et là, je cite, alors même que leur conscience aurait dû, alors même qu'ils auraient dû être conscients que ces actes portaient gravement atteinte aux droits et libertés des personnes. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme et les tribunaux de Nuremberg ont condamné des personnes ou accepté la condamnation de personnes en disant que ces personnes auraient dû objecter, avaient le devoir d'objecter face à des lois inacceptables. Et donc là, l'objection reconnue en droit comme un devoir. Devoir, précisément pourquoi? Parce que les lois nazies ou les lois soviétiques étaient évidemment contraires à la justice. Et donc la conscience, qui est le témoin de la justice, eh bien, doit rester la boussole de chacun. Et donc, on peut condamner une personne pour ne pas avoir obéi à sa propre conscience, pour avoir ainsi aussi fortement porté atteinte à la justice. Donc, première configuration, l'option de conscience, dans ces circonstances, elle est invoquée pour rétablir la justice. Pour rétablir la justice. Ce n'est que plus tard, avec finalement la perte du sens, on va dire, de la moralité objective, que l'objection de conscience, telle que nous la connaissons aujourd'hui en tant que droit, est apparue. L'objection de conscience en tant que droit est très différente de l'objection en tant que conscience, de conscience en tant que devoir. En tant que droit, c'est au contraire donc la prétention d'une personne de faire prévaloir sa conscience sur la loi commune, alors soit basée effectivement sur sa morale ou sur ses convictions religieuses, et l'acceptation d'un droit à l'objection de conscience par le législateur implique d'accepter l'imperfection du droit positif. Si le législateur accepte l'option de conscience dans son propre droit, c'est qu'en fait, il reconnaît que son droit peut être moralement imparfait. Donc là, on voit bien cette différence. L'objection comme droit, c'est plutôt le résultat d'une perte du sens, d'une perte de confiance en la morale. C'est plutôt le résultat d'une forme d'approche libérale. Pourquoi? Parce que l'objection comme droit a d'abord été reconnue, bon, s'agissant du service militaire, puis principalement s'agissant de l'avortement.
c'est lorsque, c'est pour faciliter l'adoption des lois sur l'avortement, qu'un droit à l'objection de conscience a été reconnu et accordé aux praticiens médicaux. Là, on voit bien donc que ce n'est plus la même chose. Le droit est accordé pour permettre la légalisation d'un mal toléré, et ce faisant, le droit accepte sa propre contradiction. Cette contradiction, elle est acceptée, elle est entérinée, afin précisément de permettre à un mal d'être toléré dans la société. Donc c'est simplement cela, et on voit la même chose aujourd'hui lorsque dans les propositions de loi relatives à l'euthanasie, elles sont également assorties d'une disposition garantissant une clause de conscience. Donc là encore, il s'agit de faire passer un mal en garantissant le droit de ne pas y concourir. Donc voilà là, un petit peu quelques éléments, on pourrait en avoir d'autres, il y en a d'autres dans le livre, mais il faut être rapide, quelques éléments de compréhension. Donc la distinction entre le droit et le devoir, la distinction entre la dimension religieuse et la dimension et les convictions morales. Alors, est-ce que le droit à l'objection de conscience est en danger? Oui, effectivement. Il est très fortement attaqué, principalement par les militants de l'avortement, le réseau mondial de l'avortement, qui voit dans le droit à l'objection de conscience un obstacle majeur à l'accès à l'avortement. Donc encore aujourd'hui, j'ai participé à distance à une conférence, à une audition du Parlement européen sur le droit à l'avortement et en préparation notamment de discussion et du vote d'une résolution du Parlement européen qui aura lieu au mois de mai prochain. Et cette résolution déclare notamment que les États doivent supprimer les obstacles à l'avortement, notamment l'exercice de la clause de conscience. Donc ça, c'est très actuel, c'est en ce moment au Parlement européen, mais cette volonté de supprimer la clause de conscience face à l'avortement, on la trouve partout, dans toutes les institutions politiques européennes et internationales, pour la simple raison que le lobby international de l'avortement agit auprès de chaque institution. Que ce soit le Conseil de l'Europe, l'Assemblée du Conseil de l'Europe, où il y a déjà quelques années, nous avions combattu victorieusement d'ailleurs une résolution sur ce sujet, mais aussi l'Association médicale mondiale, qui récemment a été saisie du sujet, les Nations Unies également, dont les comités d'experts portent aussi atteinte, relativisent la liberté de conscience face à l'avortement, bien sûr aussi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc oui, l'objection de conscience, la liberté de conscience est l'une des cibles, si ce n'est la cible principale aujourd'hui des lobbies de l'avortement, auprès de toutes les instances politiques et judiciaires européennes et internationales. Cela fait plus de 10 ans qu'ils essayent d'y porter atteinte. Ce que l'on a vu, ce que l'on voit actuellement en France, n'est que l'une des nombreuses mises en œuvre locales de cet effort, de cette campagne. Je veux parler de cette prétendue double clause de conscience dont bénéficieraient les médecins, qui évidemment n'en est pas une, mais que les médecins essayent, que le lobby de l'avortement essaye de supprimer. Nous pourrons, si vous voulez, y revenir dans la discussion. Alors oui, la clause de conscience est attaquée parce que effectivement, elle est un obstacle à l'accès à l'avortement, en ce que un nombre croissant de médecins refusent de pratiquer l'avortement dans de nombreux pays. Alors cela est compensé par le changement des méthodes d'avortement, en particulier par l'avortement chimique, ou par le fait d'autoriser de plus en plus de professions médicales à le pratiquer, notamment les sages-femmes et les infirmières, pour précisément contourner ce problème. La proposition de loi actuellement en discussion propose également de revaloriser le paiement de l'avortement, de la pratique de l'avortement. Donc, premier objectif, effectivement, lutter parce que c'est un obstacle, parce que de moins en moins de médecins veulent le pratiquer.
Deuxième objectif, il est plus symbolique. C'est évidemment le problème de ce qu'ils appellent la stigmatisation de l'avortement en raison de l'existence d'une clause de conscience. Et là, tant que la clause de conscience à l'avortement existera, tant que le droit à l'objection de conscience à l'avortement existera, eh bien, l'avortement restera implicitement un acte moralement répréhensible, un acte dont la moralité, effectivement, dont l'immoralité sera implicitement acceptée par le droit. Voilà. Il y a ce second aspect qui est plus symbolique. Voilà. Donc aujourd'hui, on est un peu dans une situation qui tend à s'inverser. Lorsque l'avortement a été adopté en France, c'est l'avortement qui était une exception et la liberté de conscience qui était le droit, qui était un droit reconnu. Aujourd'hui, on tend à inverser la situation en affirmant que c'est l'avortement qui serait un droit, ce qui évidemment n'est pas le cas en droit strict, et à dire que c'est la liberté de conscience qui serait une exception. Donc on voit bien cette tentative d'érosion de la liberté de conscience, et ce phénomène est aussi emblématique de la dérive liberticide du mensonge. Ça veut dire, lorsque vous adoptez une loi qui est basée finalement sur le mensonge, qui promeut un mal, eh bien, nécessairement, ce mal ne peut durer dans le temps qu'au prix de la répression de la liberté et des consciences. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pour protéger, pour maintenir l'avortement, eh bien, les promoteurs de cette industrie n'hésitent pas à porter atteinte aux libertés les plus fondamentales. Merci, merci Grégor. Donc, c'était très précis et très utile de faire tous ces rappels et puis, effectivement, d'aller sur un champ très pratique sur le sujet effectivement, que tu as effectivement pu traiter aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de questions. Donc, je vous propose, c'est simplement de... Je n'ai pas vu de questions dans le chat encore. Donc, oui, Ludovic, je vais bien poser une question. Vas-y, Jean. Oui, je voudrais savoir votre avis en ce qui concerne le cas de viol. J'ai connu personnellement un cas pénible et que la personne violée ne veut pas l'enfant et que voudrait avorter. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, ce n'est pas exactement un cas d'objection de conscience, il me semble. Hein. Écoutez, moi, mon point de vue, c'est que l'enfant, c'est que c'est évidemment douloureux pour la femme, c'est évidemment douloureux pour la femme, mais les témoignages que j'ai pu avoir aussi de personnes dans cette situation, que ce soit des mères ou des personnes nées de viol, il y a aussi des témoignages très beaux de personnes qui ne regrettent pas d'avoir gardé l'enfant. Et des personnes qui sont aussi heureuses d'être nées. Donc, voilà, je pense qu'il faut être bien conscient que c'est l'argument extrême du viol qui est toujours employé, mais le viol représente quoi en quantité d'avortements? En France, il y a 220 000 avortements par an. S'il y a peut-être 10, je ne sais pas combien il y a d'enfants, d'avortements suite à des viols, mais ce n'est pas ça qui justifie, ce n'est pas ça qui est l'argument, on va dire, c'est un faux argument relatif à l'avortement. Voilà, alors s'agissant, voilà, l'avortement, c'est essentiellement des cas de personnes qui simplement ne veulent pas de l'enfant parce que les conditions de vie, de travail ou autres ne sont pas favorables. Merci. Je voulais juste rajouter, mais si la personne se présente, imaginons que la loi interdit totalement l'avortement et que cette future mère se présente assez vite, par exemple, après l'acte de viol et qu'elle dise « j'en veux pas », et que la loi lui interdit à tous les médecins de le faire. Est-ce qu'on n'est pas en train d'enlever la liberté à cette personne?
la liberté, elle lui a déjà été enlevée avant par le viol. Il y a Lorraine qui voulait parler. Oui. Je voulais saluer Lorraine. aussi, je voulais renvoyer à Grégoire toute la joie aussi que je vais de le retrouver aujourd'hui. J'espère qu'il m'enverra ses coordonnées en m'écrivant sur LinkedIn, par exemple. Mais sinon, j'avais une question plus précise à te poser. Donc, tu es très présent auprès des institutions européennes et j'ai compris donc, que la tendance, n'était pas à défendre un peu notre position à la Commission européenne. Mais c'est quoi la vraie tendance? Est-ce que tu trouves que ça s'aggrave? J'ai l'impression que tu sembles dire ça, que ça s'aggrave. Moi, ce que je peux dire, c'est que le débat qui a eu lieu aujourd'hui au Parlement européen, c'était 2 commissions du Parlement européen, qui a duré 2 heures. C'était un débat sans précédent. Ça veut dire, ils ont parlé pendant 2 heures d'un prétendu danger mondial constitué par un réseau caché, secret, d'organisations chrétiennes opposées à l'avortement qui ferait peser, je cite, un risque sur la démocratie et qui serait contraire aux valeurs européennes. Je cite. Il y a eu 2 heures de discussion. Sur les 2 heures, il n'y a eu que 3 minutes favorables à la vie. 3 minutes seulement sur 2 heures. C'était une commission officielle qui était présidée par Raphaël Glucksmann et qui essayait avec une approche complotiste, de faire croire qu'il y avait un réseau. Alors, en fait, il fantasme complètement. Hein, bon. Et c'est complètement, dès qu'il voit une organisation chrétienne, il s'imagine, enfin, voilà, ça les fait, il s'imagine, voilà, c'est chrétien, c'est horrible, c'est financé par le Vatican, c'est encore pire, enfin voilà. Donc oui, il y a une espèce de, il y a une radicalisation, les rapports sont de plus en plus violents, les gens en face de nous sont violents, ils ne prennent plus la peine de discuter, de débattre des arguments, mais ils ne font qu'essayer d'attaquer les personnes et les organisations. Donc on est vraiment passé maintenant dans une époque, un stade différent, qui n'est plus un stade argumentatif, mais un stade de destruction de la réputation par les moyens de communication, par la grande presse, par des campagnes, etc. On en est là. Et en face de nous, aujourd'hui, les organisations qui ont organisé finalement cette audition officielle du Parlement européen, c'est quoi? C'est l'IPPF, le Réseau mondial du planning familial, et c'est l'Open Society, qui ensemble financent des organisations pour faire des campagnes de presse contre nous. Y compris des campagnes qui sont passées récemment dans Euronews, l'agence Reuters, Times Magazine, voilà. Donc c'est effectivement de plus en plus violent. Ensuite, les organisations qui sont face à nous ont des moyens considérables. Le budget du planning familial, ça se compte en milliards de dollars. Il faut le comprendre, au niveau mondial. Donc, oui, ce sont des milliards. Voilà, le budget de la fondation Gates est le principal financeur des lobbies de l'avortement. Ben, c'est pareil, c'est des milliards. L'Open Society, c'est pareil. Donc, en face de nous, en fait, on a des organisations qui sont gigantesques, qui ont des moyens de lobbying considérables. Et donc, bien sûr, les hommes politiques, ils ne vont pas se mettre en travers du chemin de ces organisations. Sauf quelques rares kamikazes, comme aujourd'hui, il y a eu une députée espagnole catholique qui a eu le courage de prendre la parole seule. Elle avait une très belle croix qui pendait à son collier. Voilà, c'est une kamikaze. Tous les autres se taisent. Les autres députés conservateurs qui devaient parler, eh bien, 1 heure avant le débat, se sont déclarés malades. Donc finalement, ils ne sont pas intervenus.
non, il faut bien avoir conscience du fait que les grandes fondations américaines, Gates, notamment Open Society, MacArthur et quelques autres, sont engagées financièrement dans ce combat et que pour elles, c'est important. Je pense même qu'elles dépensent plus d'argent à nous combattre que nous n'en avons nous-mêmes pour agir. Oui. Merci. Merci. Et Il y a François qui a une question. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis très heureux de vous écouter. Je vous parlais de ce qui se passe au niveau de la Commission européenne et au niveau de l'ONU, où on connaît effectivement la mentalité, mais je voulais vous interroger, pour autant que vous ayez un peu l'information, sur ce que pensent les peuples. Parce qu'au niveau des institutions, on a une mentalité, disons, un peu du type contrat social, c'est-à-dire laïciste d'une certaine façon, qui tend à sous-évaluer la morale par rapport à un contrat qui serait partagé par tous, mais surtout par les élites. Mais les peuples sont différents. Moi qui connais bien les peuples africains, par exemple, les peuples africains ne sont pas favorables à l'avortement. Les peuples musulmans, je ne parle pas des chefs, mais les peuples musulmans non plus. Les Asiatiques, je ne sais pas. Les peuples sud-américains non plus. Donc, il y a une grande différence. Donc, je voulais savoir si, en dehors de ce qui se passe au niveau des superstructures où vous combattez tous les jours, est-ce que vous savez un peu ce que pensent les personnes, simplement, et Oui, pas seulement en alors, Europe où on est un peu la pointe de la flèche, je dirais, de l'aspect laïciste, je dirais. c'est ça. Effectivement, alors, si vous aviez assisté à l'audition aujourd'hui, les personnes qui sont intervenues, ou alors voilà, présentent l'avortement comme quelque chose de bien, d'une liberté, de quelque chose de positif, quoi. La rapporteure des Nations Unies sur la santé actuelle présente l'avortement, dit-elle, comme un acte d'amour de soi-même, self-love. C'est la rapporteure des Nations Unies sur la santé. Donc effectivement, il y a ce discours-là qui on entend dans les institutions internationales, mais ensuite, il existe de nombreuses études qui sont faites sur les populations, les personnes, les conséquences psychologiques de l'avortement. Et quand on regarde des études donc en sociologie ou en médecine, c'est tout à fait autre chose, hein. Les conséquences, par exemple en termes de dépression, de souffrance psychique, de souffrance pour les couples. Donc c'est tout à fait autre chose. Voilà, il y a le discours entre guillemets politique et publicitaire d'une part, et il y a la réalité vécue par les populations. Et la réalité vécue par les populations, c'est un peu la même que celle des médecins. Et les médecins ne veulent plus, dans leur grande majorité, le faire. Donc oui, au niveau des peuples, il y a, je pense, une expérience douloureuse qui est vécue maintenant, mais il y a encore un grand tabou. On ne veut pas en parler, on n'en parle pas, on en parle en tout cas très difficilement. Voilà. Ensuite, il y a aussi, ça s'inscrit dans le contexte plus général de la fragilisation des sociétés occidentales, fragilisation des relations familiales en particulier. Voilà, donc je pense que ça participe vraiment d'un phénomène de fragilisation et d'individualisme, d'individualité fragilisée. Donc on est tous en Occident salariés, locataires, divorçables. Voilà, on peut être viré, on peut être divorcé, voilà. Il y a une espèce de précarité générale qui facilite finalement, qui conduit quasiment à ce genre de pratique. Une deuxième question connexe, si vous me permettez, c'est pourquoi est-ce que les élites ne soutiennent pas leur peuple si leurs peuples sont aussi réticents? Quelle est votre explication? J'en ai déjà une. Mais enfin, écoutez Pour moi, mon explication, je pense quand même
c'est que la politique est dominée par l'économie et la finance. Et donc, les impératifs de la finance et de l'économie ne sont pas les mêmes que ceux de la politique. Et donc, si vous obéissez à des contraintes financières et économiques, eh bien, vous n'allez pas forcément dans le sens de l'intérêt de votre peuple. En quoi est-ce que le fait d'avorter, c'est un bénéfice financier ou économique? Bah, en fait, c'est la liberté. Ce sont des personnes qui. Alors, il y a pas mal de. D'abord, si on veut prendre l'histoire de l'avortement, il y a énormément d'arguments divers au soutien de l'avortement. Il y a des arguments d'ordre philosophique qui sont, je pense, les plus importants au départ, qui sont de nature matérialiste et athée, et qui disent que l'avortement, c'est un grand progrès parce que c'est le moyen par lequel l'homme prend le contrôle de la vie. Donc oui, c'est un acte un peu sacrilège par lequel on brise l'icône de la vie, on prend le contrôle, et ça permet ensuite le progrès des techniques, la libération sexuelle, et puis tout ce qu'on connaît ensuite, effectivement, comme pratique biotechnologique. Donc cet aspect-là, voilà. Ensuite, je pense que cet aspect-là est vraiment essentiel parce qu'il brise notre respect de la vie et à travers celui-ci, brise notre respect un peu de la création, de l'ordre naturel. Brise l'icône de l'homme et accroît considérablement notre propre pouvoir. Donc c'est là un élément essentiel. Ensuite, évidemment, ça contribue à ensuite à un certain nombre de révolutions sexuelles qui étaient déjà promues également pendant la première moitié du XXe siècle. Ensuite, ça promeut aussi cette idée de libération de la femme, mais qui va avec l'idée toujours assez marxiste, selon laquelle il y aurait au sein du couple et de la relation homme-femme une lutte des sexes. Donc il y a cela, et ensuite au plan économique, évidemment, l'idée d'abord que moins d'enfants, c'est plus de richesse. Donc ça, c'est une vieille idée de Malthus. Hein. S'il y a moins d'enfants dans une famille, la famille sera plus riche et les enfants seront mieux éduqués. Si les enfants viennent plus tard, de même, les femmes auront fait plus d'études. Donc elles seront aussi plus utilisables pour le commerce et le travail. Et donc il y aura aussi un accroissement du niveau de vie. Et puis ensuite, l'avortement, c'est aussi utile en ce que ça permet entre guillemets, de gérer sa carrière. Donc il y a pas mal d'arguments qui vont ensemble dans cette direction. Et voilà, certaines personnes sont plus sensibles. Oui, mais ça c'est au niveau individuel. Ça n'explique pas pourquoi des multinationales ou des organisations générales verraient un intérêt économique global ou financier à cette pratique. Écoutez, la fondation Gates, il faut savoir que en fait, déjà le père de William Gates, de Bill Gates, donc William Gates était déjà engagé de façon importante dans les lobbies, enfin pas dans les lobbies, dans les groupes agissant pour le contrôle démographique. Donc, vous savez, aux États-Unis, il y a une tradition ancienne qui remonte au début du XXe siècle, qui agit de façon engagée contre ce qu'on appelait dans les années 50 l'explosion démographique, et qui agissait donc pour limiter et contenir la croissance démographique des pays pauvres. Donc, c'est déjà une tradition dans la famille Gates d'agir au soutien du contrôle démographique des pays pauvres. Il y a cet aspect-là également, qui est l'un des motifs essentiels, on va dire, des promoteurs internationaux de l'avortement, comme la Banque mondiale qui finance aussi ce genre de programme en Afrique ou en Asie. Donc une visée démographique avec par derrière une visée économique. Alors double visée, vous avez d'une part, oui, limiter la démographie des pays comme l'Afrique ou l'Asie pour assurer ou faciliter une croissance économique et culturelle, mais aussi pour limiter la population et garantir un accès aux ressources. Et ça, c'était plutôt la politique américaine
à l'époque de Kissinger, qui était très clairement de limiter la croissance démographique des pays producteurs de matières premières. Donc, il y a pas mal d'arguments, on va dire, effectivement, qui se conjuguent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est souvent les mêmes forces philosophiques au départ, donc qui ont une vision matérialiste athée, qui, au fil des décennies pendant le XXe siècle, va légèrement modifier son discours. Par exemple, le discours eugéniste, qui était aussi au soutien de l'avortement pendant les années 30 et 40, eh bien, il est progressivement abandonné. Après-guerre, il est abandonné au profit du discours relatif au contrôle démographique. Et ensuite, il est encore abandonné à la fin des années 60 au profit d'un discours sur la féministe. Mais ce sont les mêmes institutions, par exemple la Fondation Rockefeller, qui des années 30 jusqu'aux années 80, promeut l'avortement avec des arguments différents. J'ai vu que le général Bett souhaitait aussi intervenir. Attendez. En général, vous avez la parole. Oui, c'est difficile pour moi parce que, étant dans le train, ça coupe, ça n'arrête pas de couper. Je ne sais pas si vous m'entendrez jusqu'au bout. Nous parlons. Vous m'entendez là? Oui. Oui, on vous entend. Oui. Bon. On parle beaucoup, évidemment. On a commencé par l'objection de conscience militaire, ensuite de l'avortement. Bon, je pense qu'on va devoir en parler de plus en plus, au-delà de l'ONU, au-delà de l'Europe, au-delà du monde, dans notre propre pays, au moment où nos ministres décident que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu et que Marlène Schiappa a fait une déclaration voulant imposer aux religieux. On vous a perdu là. Et aux individus de trouver etc., du gamin sans père, du gamin sans mère. Bon, on voit là que le gouvernement va nous obliger à dire ou à renoncer à un certain nombre de choses. Comment peut-on, dans ces cas-là, même dans notre vie de tous les jours, même dans notre société, dans notre entreprise, où elle va nous imposer des choses à mettre en place au profit de ces gens-là et de ces mœurs-là ou de ces morales-là, comment peut-on faire valoir l'objection de conscience dans ces cas-là et surtout dans cet environnement où il n'y a plus de limite au côté liberticide et anti-religieux. Est-ce que vous m'avez entendu? Très bien, j'ai compris très bien. la question, je vous remercie. Donc, la réponse, en fait, elle existe. Elle repose essentiellement dans la différence entre les convictions de nature morale et les convictions de nature religieuse. La loi, vous savez, normalement, est le reflet du juste. Et donc, elle est liée à la morale. À la différence des préceptes religieux qui sont indépendants de la morale, de la justice en soi. Il n'est pas injuste de travailler le jour de Shabbat ou de travailler le dimanche, c'est juste impie, voyez-vous. Donc il faut distinguer la piété de la morale, de la justice. Voilà, je peux travailler le dimanche, ce n'est pas injuste, c'est impie. La chance du christianisme, c'est de distinguer la morale de la religion. C'est là notre grande chance, notre particularité. Nous ne mélangeons pas le droit et la religion, la morale et la religion. Et donc, nous croyons que le droit peut être juste indépendamment, sans recourir à la religion. Donc, nous, lorsque nous sommes confrontés à des lois injustes, eh bien, il faut les contester au nom de la justice. Je pense qu'il est assez vain de s'opposer à telle ou telle loi au nom de la religion dans une société où le pluralisme religieux est justement utilisé contre les préceptes religieux. Voilà, donc la situation actuelle, je pense,
pour en tout cas les chrétiens, c'est d'abord de rappeler le lien nécessaire entre le droit et la morale, la distinction entre le droit à la morale d'une part et la religion d'autre part, et nous tenir à la conscience morale pour objecter à des pratiques qui sont objectivement objectables, mauvaises. Voilà. Je pense que c'est ça, et ne pas tomber dans le piège des athées, ou je ne sais pas comment les appeler, ou des francs-maçons en face, qui veulent mettre toutes les religions dans le même sac, parce que le but, c'est de mettre aussi le christianisme dans le même sac, alors même que le christianisme, encore une fois, c'est la seule religion vraiment qui distingue le droit de la morale et qui, de ce fait, permet au droit positif eh bien, de prétendre être juste en soi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Pierre Delozin et Stanislas. Ah, oui, d'accord. Vous pouvez remettre votre micro, je vais vous envoyer le… Voilà, oui, vous disiez tout à l'heure, cher ami, que dans une société idéale, il n'y aurait pas de question d'objection de conscience. Et dans la tradition catholique, notamment chez saint Thomas, il n'y a pas l'idée que le droit puisse, de façon parfaite, transcrire la loi naturelle, elle-même reflet de la loi divine. Il y a un mouvement de perte en ligne. Et notamment, il explique que la loi ne peut en réalité que réprimer les crimes les plus graves et assurer la paix civile, mais elle a des ambitions limitées et encore plus limitées lorsqu'on se trouve dans une situation humaine réelle où souvent des éléments de la loi ou des règles sont traditionnels ou résultent du jeu social et ne sont pas nécessairement parfaits. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un espace pour une réflexion sur l'objection de conscience liée à ce caractère intrinsèquement imparfait de la loi humaine? C'est-à-dire qu'on peut admettre à ce moment-là que même une loi qui serait faite par des catholiques totalement convaincus puisse admettre que, dans un certain nombre de cas, elle accepte certaines choses qui ne sont pas idéales. Dans d'autres cas, ça peut se discuter, et ainsi de suite. Auquel cas, l'objection de conscience serait universelle. Alors, donc, il y a plusieurs éléments. Premier élément de réponse, c'est peut-être la définition que saint Thomas donne à la loi et le fait que saint Thomas aussi dise bien qu'une loi qui serait contraire au droit naturel ne serait pas une loi mais une violence. Et donc nul ne serait tenu au respect effectivement d'une telle disposition. Donc en cela, effectivement, il reconnaît la possibilité, même le devoir, de ne pas obéir à un ordre contraire au droit naturel. Ce faisant, il disqualifie en fait la nature du commandement, il lui retire sa qualité de loi pour rester fidèle effectivement au respect du juste et du bon. Donc, en cela, on peut dire, oui, qu'il y a une place pour l'objection, en ce qu'elle présuppose finalement la disqualification de l'ordre contraire à la justice ou au droit naturel. Ensuite, l'autre élément dont il faut tenir compte, c'est, oui, c'est vrai que la loi, le travail du législateur est aussi une œuvre qui relève de la prudence et qui ne peut pas être parfait, même si le but de la loi, c'est bien d'être pédagogique. La loi implique nécessairement des choix qui parfois, effectivement, ne sont pas arbitraires, mais sont relatifs, sont contingents. Voilà. Alors, face à des choix contingents, normalement, on est quand même tenu d'y obéir parce que cette contingence, elle est quand même limitée à la considération des circonstances. Elle ne porte pas sur les principes. Donc, elle n'est pas, c'est pas une contingence qui oblige à commettre un mal, mais c'est une contingence
qui affecte le bien à faire, la proportion, la quantité, les modalités du bien à faire. Je pense qu'il faut bien aussi garder à l'esprit, et j'en profite pour le souligner, cet aspect essentiel de l'objection de conscience qui porte sur le refus d'accomplir un acte et non pas sur l'empêchement. Alors c'est là qu'il est différent, le refus d'accomplir un acte qui vous est prescrit, et non pas l'empêchement d'accomplir un acte que vous souhaitez faire. Et c'est une autre distinction importante entre les actions positives et négatives. Mais donc, tout ça pour dire que je pense que chez saint Thomas, il n'y a pas de place pour l'objection, en ce que l'objection laisserait une place à la loi. Mauvaise. Il y a la loi mauvaise, clairement, et la loi bonne, clairement, et puis il y a des cas où ce n'est pas clair. Bah, dans les cas où ce n'est pas clair, c'est la prudence. Oui, mais à ce moment-là, le législateur peut parfaitement dire « je prends telle solution, je sais que c'est débattu, je laisse une possibilité à ceux qui ont des exigences plus radicales de ne pas faire telle et telle chose. » Ça ne veut pas dire que j'affirme que cette chose est intrinsèquement bonne de mon point de vue à moi. Je ne pense pas qu'il y ait une place pour en fait, la contradiction dans le droit du point de vue de saint Thomas. Je pense qu'il y a une place pour la prudence, pour la... Non, mais c'est bien du point de vue de la prudence, mais la prudence existe aussi dans la loi, dans l'édiction de la loi humaine. Non, parce que la loi doit s'appliquer à tous, c'est le principe. C'est même la définition, ça fait partie de la définition de la loi de s'appliquer à tous. Non, mais la loi s'applique à tous si tout le monde est dans la même situation. Et si je vois pas quelle est l'objection logique à ce qu'on dise. Moi, j'ai pris cette loi, elle s'applique normalement à tous, mais j'admets que certains puissent avoir des objections morales à cette loi, et à ce moment-là, eux peuvent ne pas l'appliquer. Je ne vois pas de contradiction dans les termes. Dans ce cas-là, ce n'est pas la même société. Dans ce cas-là, c'est effectivement des statuts personnels où on dirait chaque société, très bien, peut avoir ses lois. Et il peut y avoir des différences. Mais tant qu'on est dans le cadre d'une société, eh bien, c'est la même loi. Dans l'hypothèse que vous envisagez, c'est une hypothèse où il n'y a déjà plus, entre guillemets, de société. Mais on est déjà dans une hypothèse de pluralité de communautés vivant sous une même autorité. Non, parce que ça me paraît être un axe possible de défense par rapport aux attaques contre l'objection de conscience, mettons l'avortement ou d'autres choses semblables. Parce que si on affirme que la loi exprime forcément quelque chose qui a été reconnu comme un bien moral, à ce moment-là, des gens qui ont une morale qui n'est pas la même ceux qui prétendent être une morale qui n'est pas la même, c'est ce que font nos adversaires, qui disent que l'avortement est un droit. À ce moment-là, on est obligé de choisir entre la position, le blanc et le noir. Alors que si vous admettez que c'est pas si évident que ça, vous pouvez laisser une marge de manœuvre plus grande à l'objection de conscience, sans être sur une base religieuse. Oui, alors, en fait, les promoteurs de l'avortement, ils ont bien l'intention, c'est ce qu'ils font, d'affirmer que l'avortement est un droit et que l'objection est une exception concédée. Donc là, en cela, il y a déjà eu un renversement. Ensuite, ils accordent l'objection, on peut dire, un peu au titre de l'organisation d'une société libérale et pluraliste, en disant il y a deux niveaux de moralité dans la société, un niveau commun qui est gouverné par la tolérance, donc personne ne peut vraiment imposer aux autres ses convictions, et ensuite un niveau personnel où là les convictions peuvent exister. Et l'objection de conscience, dans ce type de société ayant un double niveau de moralité, donc un niveau commun gouverné par la tolérance, un niveau particulier où on accepte les convictions, dans une telle société, l'objection de conscience sert à régler les problèmes lorsqu'il y a un conflit entre ces deux niveaux de moralité, à savoir lorsqu'une personne
qui objecte, qui refuse l'avortement est appelé à l'accomplir. Donc ça, c'est plutôt au nom du libéralisme pour assurer le fonctionnement d'une société libérale et pluraliste que l'objection de conscience est nécessaire pour empêcher que le niveau de moralité commun fourni par la tolérance devienne intolérant à l'égard des personnes. Donc c'est plutôt au nom, donc, je pense, de la tolérance et pour le bon fonctionnement d'une telle société que l'objection de conscience est nécessaire. Sinon, la tolérance se mue effectivement en violence. Et la tolérance est une notion qui était acceptée, puisque avant le Concile Vatican II, la liberté religieuse, ou l'existence d'autres religions dans un État catholique était un fait de tolérance. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas intrinsèquement contraire, la tolérance. C'est pas la même tolérance, parce qu'en fait, la tolérance catholique, c'est on tolère un mal. Alors que la tolérance de la société libérale, c'est plutôt un relativisme. Ça veut dire on ne prend pas position quant au bien, et nul n'est légitime pour porter un jugement sur, sur les autres, quoi. Donc je pense que ce n'est pas la même tolérance. Ce n'est pas on tolère un mal, mais c'est plutôt on s'abstient. Mais il me semble qu'il y a un espace pour une notion de l'objection de conscience plus large que celle que vous décriviez au début. Alors, c'est la notion qui est plus large, oui, c'est celle qui est basée sur la religion, sur les convictions religieuses. Non, mais ça, oui, d'accord, mais ça c'est autre chose. Là, je reste sur le niveau de la morale. Dans la mesure où il n'y a pas nécessairement unanimité. Moi, je prends au Moyen-Âge, Saint-Louis voulait interdire les prostituées et les enfers, et Saint-Thomas lui a expliqué qu'il était plus raisonnable de laisser un espace de liberté. Oui, je suis bien. C'est un bon exemple, effectivement, mais je ne vois pas en quoi l'objection est. Ça veut dire que comme on n'a pas nécessairement un accord sur la bonne mesure, on peut avoir une capacité à prévoir des niveaux différents en fonction de la réaction par rapport à cette mesure. C'est ça, donc c'est bien ce que je viens de dire, les doubles niveaux de moralité. La moralité commune, qui reconnaît son imperfectibilité et qui prétend ne pas s'imposer à la moralité individuelle. Et dans ce cas, moi, c'est ce que j'appelle donc le modèle de la société libérale, avec un double niveau de moralité. Normalement, parce que la société libérale en fait un absolu. Tandis que là, vous pouvez le faire simplement pragmatiquement, comme le faisait la fait l'Église, c'est-à-dire admettre qu'il y a un certain nombre de cas où il n'y a pas nécessairement un accord, où, d'autre part, la paix civile suppose une certaine diversité. Alors, c'est pas un absolu dans la société contemporaine, au contraire, c'est fortement contesté, donc cette objection à l'avortement. C'est contesté précisément parce que les promoteurs de l'avortement veulent imposer la morale qui va avec leur pratique. Oui, mais ils ont la même conception absolue de la morale, sauf que ce n'est pas la même morale. Alors, on peut dire les choses, c'est pas absolu, c'est une conception cohérente. Je ne vais pas monopoliser la conversation. Non, c'est très intéressant. Non, c'était très intéressant. Très intéressant votre échange. Il y a Stanislas, je crois, qui voulait intervenir. Oui, merci. J'ai bien compris que l'avortement était au cœur d'une des multiples atteintes à la liberté de conscience. Ceci dit, j'aimerais élargir le débat à des questions plus scientifiques. Et je voudrais poser la question, est-ce qu'il y a des textes annonciateurs d'un refus de diffuser des informations scientifiquement que j'appelle dissidentes? Alors, vous avez évoqué la vaccination, mais enfin, est-ce qu'il y a des exemples de cas où il commence à être interdit de diffuser des propos ou des documents mettant en cause la doxa scientifique? Par exemple, bon, c'est mon domaine, c'est l'écologie, donc la cause humaine du réchauffement climatique. Et moi, personnellement, quand je vois qu'on est en train d'introduire la lutte climatique comme un devoir constitutionnel, ça me fait penser à la science de Lysenko en URSS. Donc, ma question, elle est la suivante.
est-ce que vous voyez venir des textes européens où il sera considéré que toute dissidence serait la négation de la raison elle-même et donc considérée comme une dérive sectaire? Est-ce que la science ne devrait pas être suivie de manière quasi dogmatique pour être garante de la vérité officielle? Est-ce qu'il y a des textes qui vous feraient peur de ce côté-là? En fait, ce qui est problématique, c'est lorsque le pouvoir politique entreprend de porter un jugement et une action sur les discours de nature scientifique. Voilà. Alors, normalement, il n'appartient pas au pouvoir politique de faire le tri dans les discours scientifiques. Il y a une différence de nature entre les deux. Alors, ce que l'on voit, oui, c'est qu'effectivement, il y a, en raison de la multiplication des moyens de communication, et en raison aussi de la tournure dont prennent ces moyens de communication, voilà, on voit bien les contenus qui sont diffusés, qui manquent parfois de nuances, eh bien, il y a une volonté politique très nette de empêcher, contrôler, limiter les fausses informations, ce qu'ils appellent les fausses informations. Et là, je pense que d'une part, c'est vrai qu'il y a un phénomène, je ne dis pas que c'est un problème, mais je dis qu'il y a un phénomène, d'une part, une multiplication des sources d'informations non vérifiées, pas fiables, sur Internet. Donc ça, c'est vrai. On peut entendre un peu tout et son contraire, hein, si on est un peu curieux. Donc, il y a un marché d'information qui a explosé. Les grands médias qui autrefois s'imposaient comme étant les médias de référence, les journaux de référence, eh bien, ont perdu leur monopole. Et donc le système est fortement donc, éclaté. Et aujourd'hui, des responsables politiques se disent qu'il faut essayer de reprendre, entre guillemets, le contrôle du système. Et c'est très dangereux parce que précisément, ce sont des politiques, ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas non plus des scientifiques. Et donc, c'est effectivement, évidemment, là, on verse dans le domaine politique. Et voilà. Donc, ça concerne aussi bien les discours scientifiques que juridiques ou autres. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il n'y en a pas sur le fil de discussion. Alors, j'aurais une question. Vincent Badré. Ah, Vincent, bonjour. Oui, bonjour. Je suis arrivé tard parce que je sortais de chez le dentiste. Et on ne vous voit pas bien. J'avais une question. Oui, parce que, voilà. Donc, j'avais une question qui était que très souvent, on a cherché à expliquer, à dire, voilà, on n'est pas d'accord, on aimerait faire que ça soit fait autrement. Et on voit beaucoup sur Internet des efforts pour essayer de s'adresser à la raison des gens avec qui on n'est pas d'accord, qui sont nos adversaires politiques. Et est-ce que ces efforts ne sont pas un petit peu vains si on voit que depuis 10 ans, on part un peu du principe qu'il y a eu un malentendu, qu'ils n'ont pas toutes les informations et que c'est pour ça qu'ils prennent des décisions qui nous semblent inadéquates. Donc, est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose de s'adresser de manière rationnelle et aux gens avec qui vous êtes en interaction, par exemple, dans les institutions européennes? Oui, je pense que c'est très important de le faire. Je pense que c'est très important de le faire parce que c'est quand même ce qui reste à la fin. À la fin, ce sont quand même les arguments fondés et recherchés avec le souci de la vérité qui restent. Voilà. Tout le problème actuellement, l'un des problèmes actuellement, c'est précisément le fait que nos adversaires
ne veulent plus débattre, mais combattre. Voilà. Et donc nous, il faut qu'on continue à développer la réflexion et les arguments, parce que dans la durée, c'est quand même eux qui restent. Merci. Est-ce que François Martin pourrait dire la raison qu'il pensait pour quelles raisons agissaient les adversaires? Tu disais que tu avais une idée là-dessus. Oui, je peux tout à fait répondre. Je pense que, en fait, j'ai écrit dans plusieurs articles d'ailleurs que la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne naturelle qui fait l'affectif, le sexuel, le génital et l'éducatif, est quelque chose qui garantit en fait un mode de société familiale, c'est-à-dire on travaille pour la famille, le travail est pour la famille, en fait, ça induit une forme de société. Voilà, culturellement, historiquement, socialement, etc. À partir du moment où on brise cette chaîne avec d'une part des lois qui permettent une sexualité sans reproduction et d'un autre côté une reproduction sans sexualité, appuyée par des lois qu'on considère comme des droits ou qu'on fait valoir comme des droits, on ancre la société dans un système profondément libéral où en fait l'individu, la sexualité ne sert plus à une raison mais à une raison personnelle. C'est-à-dire qu'on rentre dans un système de plein pied. Au lieu d'avoir une sexualité reproductive, on entre dans un système de sexualité récréative. Et à partir de ce moment-là, on est de plein pied dans une société libérale où ce qui compte, c'est les pulsions, la réponse aux pulsions, etc. Et donc, vous êtes à ce moment-là, vous devenez un objet pour le marché, tout simplement, au lieu d'être un noyau familial qui résiste au marché, qui construit sur ses valeurs culturelles propres. On passe d'une société culturelle à une société économique. Je pense que c'est ça, pour moi, c'est ça. On change totalement de référentiel. C'est pour ça que, à mon avis, ce qui est considéré comme en fait des questions de droit ou qu'on vous présente comme des questions de droit sont en fait des questions politiques. Pour moi, la question sexuelle est la question politique par excellence. C'est pour ça que nos ennemis nous combattent essentiellement sur ce point, parce que c'est, bien qu'on ne veut pas le dire, en fait, c'est la véritable question politique, puisque c'est à partir de là qu'on construit soit un système social dans un sens, soit un système, je dirais, économico-social dans l'autre. C'est la question fondamentale. Voilà, c'est ça que je pense. Tout simplement. Vous avez parfaitement raison. C'est très juste comme analyse. C'est déjà ce que disait Margaret Sanger dans ses livres au début des années 1920, où elle expliquait que le contrôle de la sexualité est le levier de transformation de la société. Donc, réussir à maîtriser la sexualité et séparer la sexualité de la procréation. D'une part, avec une vision gnostique pour spiritualiser la sexualité, avec cette idée d'élévation de l'homme par le fait d'avoir une sexualité non procréative, cette idée qu'on pourrait ainsi agir de façon moins animale. D'autre part, pour effectivement briser en fait la famille quand même. C'est ça. Voilà. Et libérer les forces qui sont comprimées dans la famille, comprimées dans la relation sexuelle procréative. Voilà. Donc c'est effectivement très, très juste la façon dont vous présentez ça. Voilà. Donc, si on peut le dire en d'autres termes, en fait, la sexualité reproductive maintient l'économie dans la rivière, l'économie dans son lit. À partir du moment où on brise ce système, à ce moment-là, on répand l'eau, les flots se répandent de partout, et à ce moment-là, on est des individus seuls et individualistes face au marché. Donc, le marché devient le patron de la relation avec les individus, voilà, tout simplement. Oui. Alors, dans les années 20, dans les années 30, dans les années 20 et 30, c'était pas tellement le marché qui était mis en avant, c'était plutôt c'était plutôt quoi? C'était plutôt la libération sexuelle, la libération à l'égard du mariage, à l'égard de la procréation forcée,
le rêve de contrôle de la procréation pour un contrôle eugénique des populations. C'était plutôt ça qui était mis en avant à cette époque. Voilà, donc quand même une vision, oui, une vision individualiste et libertaire, mais qui parfois aussi, toujours parce qu'il fallait bien convaincre tout le monde, s'adapter aussi au discours marxiste. C'est ça, essayer de racoler. On sait bien que dans les bagages des 68 arts, il y avait le marché était dans leurs bagages. C'est les deux visions, l'une prépare l'autre, on peut dire ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, je ne sais pas s'il reste encore une question, parce que je pense qu'on a le temps encore pour une question. J'avais deux petites questions, oui, mais on va il y a Hubert. Je vois qu'il y a Hubert qui a mis. Hubert. Je l'ai mis sur le chat. Bon, on sait que les associations qui prônent l'avortement disposent de subsides colossaux. Est-ce que la Commission continue à subventionner des associations comme les vôtres ou des groupes comme les vôtres, voire des associations qui s'opposent à l'avortement? Ou a-t-elle coupé tout subside? Et dans ce cas-là, juriste à juriste, n'y aurait-il pas une discrimination sur laquelle on pourrait se battre? Alors, à ma connaissance, la Commission ne finance pas d'organisations conservatrices en général. Je n'ai pas connaissance de cela. Pour vous donner une idée, il y a une organisation qui est autre que la mienne, mais similaire, qui s'est vue refuser d'être accréditée auprès du Conseil de l'Europe en raison de ses positions morales. Donc il y a même un refus, on va dire, d'accréditation, pour pouvoir accéder au bâtiment. Donc le refus, le rejet, il est quand même puissant. Donc premièrement, je n'ai pas connaissance. Deuxièmement, il n'y aurait pas beaucoup de programmes. Je n'ai pas connaissance non plus de programmes de l'Union européenne. C'est peut-être aussi un manque de notre part, on n'a pas peut-être assez la recherche, des programmes européens qui pourraient, par exemple, soutenir la maternité. Vous voyez, ou des programmes qui seraient utiles. Voilà. Donc, pour avoir des fonds, il faut quand même rentrer dans le cadre de la politique de l'Union européenne. Mais pour revenir sur le cas que vous précisiez sur une association un peu proche de vous qui a eu son accréditation refusée, j'imagine que ça n'a pas été motivé. Si, en raison de leur opposition sur les questions de famille et de mariage. De leur position sur les questions de famille et de mariage. Et ça n'a pas ému plus de personnes que ça? Un petit peu, ils ont fait un petit scandale, tout ça. Je pense qu'ils sont quand même juristes, donc ils vont essayer de contester. Mais voyez-vous, ils ont vraiment été maintenus à la porte pour ce motif. Donc on ne se bat pas avec les mains, on ne se bat pas avec les mêmes armes. Non, du tout. Ils ont de l'argent, on n'en a pas, et c'est déjà le nerf de la guerre. Merci. Oui, effectivement, il y a une question qu'on a vue dans le fil qui concernait justement qui est lié à le sujet qu'on vient d'évoquer, c'était le règlement des impôts. Est-ce que il serait envisageable un jour de conditionner effectivement le paiement de l'impôt éventuellement à une objection de conscience sur effectivement éviter de financer des programmes qui ne conviendraient pas forcément aux citoyens, et est-ce que ça serait un moyen effectivement d'inscrire, je sais pas, une possibilité de contrôler davantage effectivement les programmes? Alors ça a été tenté en France il y a déjà pas mal d'années après l'adoption de la loi Veil. Il y avait une association qui avait milité en ce sens, qui invitait les contribuables à retirer une partie, à déduire de leur versement un montant, voilà, c'est faible, mais relatif. Voilà. En France, ce n'est pas passé, en Europe non plus. Par contre, aux États-Unis, cette démarche a abouti, puisqu'il en a résulté l'interdiction d'accorder un financement public à l'avortement dans la loi américaine.
Voilà, donc aux États-Unis, ils y sont parvenus à ce résultat. Voilà. Donc, mais pas en Europe, et l'argument en Europe du refus résulte en fait de la considération de la distance entre le fait de payer ses impôts et la pratique de l'avortement. Il n'y a pas de collaboration suffisamment proche et directe entre le fait de payer ses impôts et l'acte auquel il est objecté. Donc de tels refus de telles demandes ont été rejetées s'agissant du service militaire, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord. Je propose, on arrive quasiment sur la fin de notre rencontre. On avait prévu de faire une petite synthèse, parce que justement, on aime justement se quitter sur une synthèse. Alors, je ne sais pas si Olivier, tu es prêt pour faire une synthèse de nos échanges. On a perdu Olivier. Donc, et puis donc, pour un peu conclure, aussi vous renvoyer donc sur les prochaines rencontres que nous allons avoir. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que dans la continuité de notre réflexion, notamment sur la liberté de conscience et le combat effectivement engagé par Montalembert au XIXe siècle est toujours d'actualité, contemporain, et on se rend bien compte à quel point effectivement c'est précieux et important d'avoir des gens comme vous, Grégor, pour, entre guillemets, combattre et porter, on va dire, ce combat au niveau effectivement qui aujourd'hui nous contraint le plus, et notamment au niveau européen, parce que forcément, sur la question des droits, en fait, c'est au niveau européen que finalement, ça se joue le plus. Donc, bravo pour votre engagement, et sachez qu'avec Montalembert et l'Institut Montalembert, on sera toujours présent et à vos côtés s'il y a besoin, avec tous nos intervenants, tous les membres de notre comité scientifique, et s'il y a besoin effectivement de préparer et anticiper certains combats, n'hésitez pas. Au contraire, on sera très heureux de pouvoir vous aider dans ce travail nécessaire, une forme d'autodéfense sociale, parce qu'en fait, ce que disait tout à l'heure, expliquait François, c'est qu'effectivement, nous sommes quasiment dans un combat civilisationnel qui veut effectivement essayer de faire, protéger une société qui a existé historiquement, culturellement, socialement, et qui aujourd'hui, effectivement, compte tenu des dérives, alors effectivement, on a présenté ça comme ultralibéral, en fait, rompt un peu, entre guillemets, cette continuité. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment, ensemble, on va pouvoir préserver, continuer ce cheminement humain qui nous a bien précédé depuis toujours, et qui, effectivement, je pense qu'on a la responsabilité de continuer, de préserver et de rendre dans une permanence. Donc, c'est effectivement, alors, je ne sais pas si c'est le mot conservateur qui vraiment se révèle être juste dans tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, et c'est un peu ce soir la démonstration dans le travail et la réflexion qu'on a pu avoir de travailler ensemble à cette permanence, à cette continuité, et à nous opposer comme on peut. Alors, il y a eu des mots comme dissidence. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais effectivement, je reviens souvent à un même penseur, et quelqu'un qui avait écrit, effectivement, qui savait ce que c'était que l'idéologie, qui était donc Václav Havel avec Le pouvoir des sans-pouvoirs, qui effectivement a toujours été, nous interpeller sur justement la dérive qui effectivement se présentait idéologique, entre la rencontre effectivement de cette idéologie socialiste marxiste qui était en train de rencontrer la logique ultralibérale, et qu'aujourd'hui on est en plein dans cette option politique dominante, et que seule la conscience individuelle, et c'est ce que disait souvent
donc Václav Havel, seule cette conscience individuelle peut faire tomber cette idéologie, mais qu'il fallait se mobiliser et qu'il fallait que l'homme continue à se mobiliser. Je pense que c'est ce que vous faites, et ce que vous faites très bien là où vous êtes à Strasbourg. Donc bravo, et puis vous pouvez compter sur nous pour les prochains combats. Voilà, donc je voulais simplement terminer pour vous dire que, pour ceux qui souhaitent, il y a vraiment beaucoup de propositions qui sont faites avec l'Institut Montalembert. Vous pouvez effectivement rejoindre des équipes scientifiques. On étoffe aujourd'hui effectivement le comité scientifique énormément. On a des différents groupes de travail qui travaillent justement dans une réflexion d'axe programmatique pour 2022, parce que justement pour essayer d'inspirer les politiques, on a compris qu'il y en avait certains qui se présentent, qui commençaient à se révéler pour la course à 2022, et donc on va essayer de présenter notre réflexion et nos propositions. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver et travailler avec nos équipes. Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant à l'Institut Montalembert, en rejoignant tous nos réseaux d'amis. On a créé effectivement un club Montalembert permettant un développement de certains nombres de réseaux effectivement à destination d'intellectuels, d'entrepreneurs, d'associations. Donc voilà, donc n'hésitez pas. C'est donc Emmanuel qui gère toute la logique réseau. Il y a aussi des élus locaux, donc fait partie François, et qui effectivement se réunit régulièrement. En ce moment, c'est un peu plus compliqué compte tenu des circonstances. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Et donc, simplement pour vous donner rendez-vous maintenant pour la prochaine rencontre qui aura donc lieu le 6 mai et qui nous réunira autour de, je ne sais pas si vous connaissez, de Athanas Périfan, qui était le fondateur et créateur des voisins, je veux dire, comment on appelle ça, la fête des voisins. Voilà, la fête des voisins, et qui va nous parler, parce qu'effectivement, on a un autre axe de réflexion qui est effectivement le sujet de la subsidiarité, comment effectivement les solidarités de proximité sont vraiment une véritable possibilité de contrarier aussi la logique individualiste, et surtout rendre, entre guillemets, la société, le citoyen et la personne responsable. Donc, on aura un débat assez intéressant sur justement l'engagement citoyen au plus proche des réalités. Voilà, c'est pour notre prochaine rencontre le 6 mai, et une autre rencontre le 27 mai qui se précise sur la réflexion sur le développement africain, sur lesquels on est en train de travailler avec François-Jeanne Bello, qui est, effectivement, je ne sais pas si vous connaissez, qui est professeur à l'école de guerre économique et qui a fait un super article sur justement la problématique du développement en Afrique. Voilà pour nos prochaines rencontres au WebCercle. Encore merci Grégor de votre disponibilité pour ce soir, qui est effectivement, je pense, un débat extrêmement intéressant, très utile. Et donc voilà, sachez qu'on reste mobilisé, on sera toujours mobilisé avec vous dans ces combats. Donc à très bientôt. Et donc, je ne sais pas si tu veux peut-être faire une conclusion, Grégor, peut-être. Pour vous remercier de vous passer et vous encourager. Merci pour la discussion, merci pour l'attention, et tout le mieux pour la suite de vos travaux. D'accord, très bien. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Pupin, c'était passionnant. Je me de permettrai de vous rappeler, si vous le permettez, j'ai vos coordonnées, vous me les aviez données un jour vous me les aviez données au Procop, donc je vais me permettre de vous rappeler. Vous me permettez. Avec plaisir. Oui, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à vous. Bonsoir à tous. Merci Saïd. Voilà, donc on peut voilà. donc. Bonne soirée alors. Bonne soirée donc à tous, à chacun, et à très bientôt. Bonne